Depuis que j'ai commencé à faire de la recherche sur l'histoire de l'alimentation et de la nutrition, et depuis que j'ai commencé à enseigner sur le sujet, la présentation de mes intérêts de recherche et d'enseignement suscite beaucoup de commentaires et de questions de la part de mes collègues, de la part de mes étudiants et étudiantes, mais aussi de la part de mes parents, de mes amis qui ne sont pas universitaires. Et il y a deux réactions qui dominent quand on parle de l'histoire de la nourriture. Il y a certaines personnes qui ont des commentaires très nostalgiques et qui vont espérer que mes recherches vont confirmer leur impression que c'était vraiment mieux dans le bon vieux temps. Donc, il y a cette idée que la diète moderne met la santé en péril, et ça ne date pas d'hier. Dès les années 1930, la journaliste montréalaise Eva Circé-Côté affirmait que la tuberculose était due en partie à une mauvaise alimentation, et elle croyait que le pot-au-feu, la saucisse, les beignes du bon vieux temps valaient mieux que les hot dogs, la crème glacée, la saucisse et les chop suey suspects des restaurants chinois. D'autre part, il y a ceux et celles qui trouvent que la diète d'autrefois était beaucoup trop riche, beaucoup trop grasse, et qui trouvent que les repas faits de tourtières, de ragoûts, de tartes au sucre et de crotons, c'est bon pour Noël ou pour la cabane à sucre. La réponse à la question que je pose dans le titre de ma présentation d'aujourd'hui est décevante et en fait amène plus de questions que de réponses en soi. L'impression que la diète s'améliore ou empire avec le temps varie beaucoup selon le groupe social qu'on étudie. Il n'y a pas une grande tendance qui couvre toute la société, mais il y a plusieurs petites tendances, dépendamment des groupes sociaux. L'impression change aussi selon les préoccupations, les préconceptions et les connaissances des experts qui étudient cette diète-là. Et il y a beaucoup de problèmes méthodologiques qui se posent, particulièrement pour la période qui précède la Deuxième Guerre mondiale. Comparer des diètes à travers le temps, lorsque les découvertes scientifiques et médicales modifient constamment comment les sources sont construites, et que aussi dans le contexte où est-ce que les discours descriptifs et prescriptifs sont teintés par la subjectivité de leur auteur. Donc, si on prend tous ces facteurs-là ensemble, comparer les diètes dans le temps me semble une tâche très difficile. Donc, aujourd'hui, je veux aborder cette question à travers deux types de sources. Je vais d'ailleurs d'abord parler de ce que les statistiques et les indicateurs généraux de la santé publique nous permettent de percevoir sur l'état de santé nutritionnelle. Et ensuite, je vais effectuer une étude comparative de 3 diètes familiales spécifiques, donc 3 familles, une de 1861, une de 1903 et une de 1941. Et à travers ces sources-là, j'espère proposer quelques réflexions sur les difficultés, mais aussi les possibilités qu'on a en tant qu'historien pour tenter de retracer l'évolution historique de la qualité de la diète. Je m'interromps ici brièvement pour expliquer un peu ce que j'entends par qualité de la diète. Je vais surtout parler de quantité et de variété. Des concepts plutôt larges qui vont couvrir l'apport calorique, mais aussi l'apport en protéines et éventuellement en vitamines. Ma communication ne touche pas, par exemple, à la question de la présence de germes et de bactéries dans la nourriture ou ne touche pas non plus à la mortalité infantile, qui sont des sujets qui ont été abordés ailleurs dans l'historiographie et que je vais laisser à mes collègues. Donc, c'est surtout ces questions-là de qualité et de variété pour les enfants, disons, de plus d'1 an, les écoliers, les adultes, etc. Donc, d'abord, les indicateurs de santé. En faisant mes recherches, j'ai vite réalisé qu'avant les années 1930, on a peu de sources pour évaluer la diète de l'ensemble de la population, que ce soit au Québec ou dans l'ensemble du Canada. C'est difficile de savoir si les gens manquaient fréquemment de nourriture, si leur menu était assez varié pour assurer le minimum des fonctions vitales et leur donner une certaine vitalité. Ça fait longtemps que les historiens du social et de la santé se penchent sur cette question et il y a des études qui montrent qu'en général, l'urbanisation et l'industrialisation n'ont pas aidé la santé des classes populaires. La naissance de bébés de faible poids à Montréal, par exemple, étudiée par Ward et Ward, la diminution moyenne de la taille des hommes adultes à travers certaines décennies, qui a été étudiée par Cranfield et Inwood, par exemple, les ravages causés par les maladies contagieuses dans les quartiers les plus pauvres des grandes villes. Tout ça tend à nous convaincre que la diète de la ville n'égalait pas celle de la campagne. Mais en fait, est-ce qu'on peut découvrir en quoi consistaient les principaux problèmes diététiques? On sent bien que ça s'améliorait pas durant les premières phases de l'industrialisation, mais qu'est-ce qui clochait? C'est plus difficile à trouver. D'abord parce que les statistiques vitales comptabilisent les causes de mortalité et surtout les causes de mortalité par maladies contagieuses.
Les maladies nutritionnelles peuvent affaiblir la constitution et amener les gens à contracter d'autres maladies, mais selon les statistiques que j'ai dépouillées, c'est rarement mortel en soi, du moins pas selon ce que les médecins diagnostiquaient, ce qui pose un autre problème d'ailleurs. C'est pas toujours possible de savoir qui posait le diagnostic et si ce diagnostic-là était juste. Parfois, c'était le prêtre qui disait de quoi la personne était morte. Donc, c'est pas toujours très bien. Donc, pour donner quelques exemples, en 1894, la majorité des comtés du Québec ne rapportaient aucun cas mortel de rachitisme et ceux qui en trouvaient un, deux ou trois. En 1918, encore une fois, les cas mortels de rachitisme ou de scorbut se comptaient sur les doigts d'une main, même à Montréal, ce qui peut sembler très surprenant, étant donné la pauvreté qu'il y avait à Montréal au début du 20e siècle. Et cette année-là, en 1918, on dénombre une personne qu'on dit morte de faim. À partir de 1929, le scorbut, le rachitisme ou la faim ne figurent pas dans la liste des causes de mortalité de la province. Donc, ça semble étrange qu'on dénombre si peu de cas, mais encore une fois, ce sont les cas qui causent la mort, ce qui représente certainement seulement la pointe de l'iceberg des problèmes nutritionnels. Les archives médicales pourraient probablement apporter un éclairage différent et j'ai besoin d'en consulter davantage, mais dans le petit échantillon que j'ai regardé, qui inclut par exemple les statistiques de l'Hôtel-Dieu de Montréal pour 1887 à 1888, on a admis dans cette période-là 10 patients anémiques et 1 patient scorbutique. Cependant, l'hôpital n'a compté que les personnes qui ont occupé un lit. Il y avait aussi des consultations externes qui entrent pas dans les statistiques. Donc, les personnes qui sont rentrées chez eux avec des conseils du médecin ne sont pas comptabilisées. Donc, il semble que les problèmes nutritionnels soient largement sous-diagnostiqués dans les statistiques et il me semble qu'il devait y avoir des milliers et des milliers de victimes de la tuberculose, par exemple, qui ont attrapé la maladie non seulement parce qu'ils ont attrapé le bacille, mais aussi parce qu'ils n'avaient pas une très forte constitution, mais les statistiques ne nous le diront pas. Donc, pourquoi on n'en sait pas plus au sujet des liens entre diète et santé avant les années 1930? Il y a d'abord l'état des connaissances. La malnutrition est un état pathologique qui s'est construit, défini, redéfini et dont le diagnostic a changé au fil de l'expansion des connaissances. Donc, sous le modèle thermodynamique, par exemple, on n'avait pas la même conception de ce qu'était un mal nourri qu'après la découverte des vitamines. Ce qui fait en sorte que même le nombre de maladies qu'on va trouver dans les statistiques, dans les outils de diagnostic, va changer, ce qui rend encore une fois les comparaisons difficiles. Donc, si on sait peu de choses à ce sujet, c'est peut-être parce que les experts de l'époque étaient tout simplement pas informés comme on voudrait qu'ils l'aient été. Il y a aussi toute une manière de concevoir la santé publique à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle qui limitait un peu ce que les médecins et les officiers de santé pouvaient faire comme collecte de statistiques. D'abord, il y avait la prévalence des maladies contagieuses qui faisait en sorte que la plupart des efforts mis en santé concernaient la lutte à la tuberculose, à la mortalité infantile, aux maladies vénériennes et à la typhoïde, par exemple. Donc, si on peut considérer que les médecins avaient simplement d'autres feux à éteindre avant de s'occuper de ceux qui avaient les jambes croches à cause du rachitisme. Mais il y avait aussi toute une conception de la valeur de la santé et de la vie qui était fondée sur une espèce de productivisme économique qu'on trouve, par exemple, dans certains arguments que des médecins vont amener pour essayer de convaincre le gouvernement de dépenser plus en santé. L'idée étant que une personne née représente un capital humain qu'on peut quantifier. Donc, j'ai apporté un exemple ici d'un extrait d'un article. En fait, c'est une conférence prononcée par le docteur C.N. Valin, Charles Narcisse, en 1913. Et ce que le médecin explique à ses collègues et à l'État, c'est que la valeur d'une personne dépend du travail qu'elle va accomplir au cours de sa vie. Elle change selon les lois de l'offre et de la demande, selon l'âge de la personne. Donc, il dit qu'une personne de tel âge à tel âge vaut environ tel montant d'argent en Amérique du Nord. Il affirme d'ailleurs qu'une personne qui naît en Chine vaut moins parce qu'il y a plus de Chinois, donc la loi de l'offre et de la demande désavantage certaines populations. Donc il y a cette conception-là très économique, très libérale qui est dans les esprits et qui fait en sorte que avoir une diète insuffisante, ça avait des conséquences assez difficiles à calculer en dollars et en sous. Et ça masque un peu le problème dans les actions des officiers de santé, dans les statistiques qu'ils vont avoir le temps de récolter et dans la connaissance qui nous est accessible à nous. Donc, ça explique en partie pourquoi c'est difficile de voir comment la santé nutritionnelle a évolué.
Ceci dit, les experts de l'époque avaient bel et bien des craintes par rapport à la qualité de la nutrition, et pas seulement pour les bébés, comme ça a été bien exploré par d'autres historiens, mais pour les enfants un peu plus vieux, ce qu'on craignait surtout, c'était qu'ils attrapent la tuberculose, qui faisait environ 10% des décès à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Et cette crainte de la tuberculose change module, si on peut dire, la manière dont les experts s'exprimaient au sujet de l'importance d'une saine alimentation, au moins jusqu'au milieu du 20e siècle. Les médecins n'ont jamais prétendu que la nutrition était le principal cheval de bataille à employer contre la tuberculose. C'était un aspect parmi d'autres, mais on disait aux gens, on conseillait par exemple une diète spéciale aux enfants pour les protéger de la tuberculose. C'est un document de 1941 ici. Le seul nutriment qu'on lie directement aux maladies pulmonaires est la vitamine A. Tout le reste, c'est le sens commun qui dominait dans la science de la nutrition à l'époque. Mais on utilise la tuberculose, il me semble un peu comme une sonnette d'alarme pour dire aux gens c'est important de bien manger, c'est important de bien manger. Et comme la tuberculose était très répandue, ça fonctionnait probablement assez bien pour attirer l'attention des gens et leur faire peur avec quelque chose qu'ils connaissaient finalement. Et c'est quelque chose que j'ai constaté dans les sources entre le début du 20e siècle et la fin des années 30, début des années 40. On parle de nutrition et de tuberculose en même temps dans différentes campagnes. La tuberculose, c'est un indicateur assez vague de la santé nutritionnelle, parce que si ça peut jouer un rôle dans les chances qu'on a de l'attraper et d'en être très malade, le succès remporté contre cette maladie a beaucoup dépendu de campagnes de vaccination et d'usage de médicaments plus performants. Donc, on peut pas vraiment dire que les gens ont été moins affectés par la tuberculose parce qu'ils mangeaient mieux. Le lien de cause à effet que les médecins font, on peut pas le conserver en sachant comment la maladie a finalement été combattue. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me tourner vers des études qui sont beaucoup moins générales et qui touchent à des diètes beaucoup plus spécifiques, et que j'ai décidé de comparer des diètes précises de différentes familles. L'avantage que ces diètes-là nous donnent, c'est qu'elles donnent des informations très précises sur le nombre de personnes dans le ménage, leur sexe, leur âge, leur occupation, leur statut économique et parfois leur état de santé. Ce genre d'études-là, avant les années 1930-1940, sont plutôt rares. Elles sont assez dispersées dans le temps et elles ont souvent été conçues comme des études qui n'ont rien à voir avec la nutrition. Il faut donc extrapoler. Donc, je vais vous montrer la première partie de mon tableau. Donc, je vous présente mes trois familles. C'est un peu petit, malheureusement. La première colonne, c'est celle de la famille Gauthier, qui est une famille qui vivait dans Charlevoix dans les années 1860. C'est une famille rurale, patriarcale, catholique, pratiquante, assez prospère, qui a été choisie par un sociographe français pour essayer de trouver l'essence du Canada français rural. Donc, ils sont très idéalisés dans la source, cette famille-là. Ils les aiment beaucoup. Elle compte 2 adultes et 6 enfants de 6 à 14 ans, et le père est un fermier laboureur. La deuxième famille, c'est une famille de Québec, une famille urbaine. Le père est typographe, c'est donc un ouvrier très qualifié. Ces 2 enfants qui restent encore à la maison sont 2 jeunes hommes dans la vingtaine qui ont chacun un emploi, et il reste son épouse mère au foyer. Donc, on a une famille, encore une fois, très privilégiée, 4 personnes avec 3 salaires à Québec en 1903, ça ne devait pas aller trop mal. Et encore une fois, cette étude-là est une étude sociologique qui cherche à trouver, si on veut, le meilleur mode de vie des ouvriers canadiens français en ville. Donc, c'est encore une fois assez positif comme discours. La troisième étude que j'ai trouvée est complètement différente. C'est une infirmière du Victorian Order of Nurses qui donnait ses services à une famille pauvre. La mère était anémique, elle avait un fils allergique au blé, donc il y a de la maladie dans la famille. Ils sont aussi assez pauvres pour recevoir la charité du VON, et le but, c'est de les aider à manger mieux. Donc, on a des objectifs et des connaissances qui sont complètement différentes. Mes 2 premières études, en fait, ce que les sociographes ont fait, c'est qu'ils ont comptabilisé tout ce que la famille a acheté dans l'année, tous les biens, y compris les vêtements. Moi, j'ai seulement pris la nourriture. J'ai divisé la quantité de nourriture par la quantité de semaines dans une année, par la quantité de personnes et par la quantité de jours par semaine par personne pour obtenir
une valeur, si on veut, que j'ai exprimée en kilogrammes disponibles par personne par jour. Et j'ai fait la même chose avec les 3 études. Ça pose un petit problème mathématique parce qu'en 1941, il y a des conserves dont je connais pas le poids. Parfois, tout ce que je sais, c'est le prix du pain. Donc, je suis allée voir dans d'autres statistiques pour voir ça pesait à peu près combien un pain. La famille de 1861, c'est le poids du grain que le sociologue a donné, que j'ai divisé en 85% parce que pour faire de la farine de blé entier, on a à peu près 85% du poids du grain. Donc, c'est un peu complexe. Autre facteur de complexité que j'ai pas pris en compte ici, j'étais pas trop sûre comment le calculer, c'est que les gens de 1861 engageaient 2 ouvriers 2 semaines par année et les nourrissaient. Donc, c'est probablement pas autant que ça. Mais ça vous donne déjà une idée des limites qu'on a à comparer des diètes. Les gens font des choses tellement différentes quand on les met toutes dans la balance, ça complexifie beaucoup le tableau. Donc, où j'en étais? Donc, mes 3 premières études de cas parlent de situations plutôt bonnes et cherchent en fait à congratuler ce mode d'existence-là. La 3e étude de cas parle d'une famille en difficulté financière et qui souffre d'une mauvaise santé. Une autre limite que j'ai aussi, c'est de calculer qui mange quoi. J'ai calculé chaque personne comme une personne égale, mais bien sûr, l'enfant de 2 ans à Montréal en 1941 peut pas possiblement manger autant de l'or salé que Monsieur Gauthier à Saint-Irénée en 1861 qui travaille sur sa ferme. Donc, c'est très, très inadéquat, je dirais, comme calcul. Mais on peut quand même voir des tendances se dessiner malgré toutes ces limites. Si on regarde, par exemple, le pain disponible par jour, c'était de beaucoup supérieur dans Charlevoix dans les années 1860 que pour la famille pauvre de Montréal en 1941. On passe de 1,04 kg par jour à 0,23 kg par jour, tandis que les drôlets à Québec en ont 0,51. Donc, il y a une quantité par personne qui montre qu'en 41 à Montréal, pour une famille pauvre, il y avait pas mal moins de pain qu'en 1861 pour une famille aisée en milieu rural. Donc, j'ai tenté d'effectuer des comparaisons comme ça. Je vous donnerai pas tous les chiffres, mais ce qu'on peut voir, en fait, c'est que la diète de la campagne de la fin du 19e siècle comptait beaucoup de pain, qui était probablement de blé entier. L'approvisionnement en viande est plutôt bon. En fait, c'est si je les place en ordre de 3, les drôlets de Québec en ont un peu plus, mais c'est presque pareil. Il n'y a en fait que sur le plan des œufs que la famille rurale en a moins que les 2 autres familles. Et ils ont aussi pas mal moins de sucre, qu'aujourd'hui on considère comme quelque chose de bien, mais j'imagine qu'au tournant du siècle, c'était probablement pas vu comme une bonne nouvelle. La famille Drolet de Québec, qui est la plus privilégiée des 3 par personne, dispose d'un peu moins de pain que celle de Charlevoix, mais il dispose de beaucoup d'œufs, d'une bonne quantité de viande, de fruits et de légumes plutôt variés, de pas mal de sucre, etc. C'est la famille de Montréal, en fait, qui m'a intéressé le plus là-dedans, parce que ils font face de manière évidente à des problèmes de santé qui sont sans doute dus à la faiblesse des quantités. Ils ont vraiment très peu de viande. Comme je l'ai mis sur l'autre tableau, ils disposent de 0,073 kg de viande par personne par jour. C'est vraiment minuscule comparativement aux autres familles. C'est pas étonnant que la mère soit anémique. Donc, les conséquences de leur diète est visible et on peut voir qu'il y a certaines diètes urbaines qui affectaient vraiment la santé, comme l'histoire sociale et l'histoire de la santé nous le suggèrent depuis longtemps. Dans les 2 premiers cas, les observateurs n'ont relevé aucune maladie chronique et c'est d'ailleurs probablement un peu pour ça qu'ils ont choisi ces 2 familles-là. Il y avait personne de très malade. Donc, c'est difficile de conduire à des généralisations sur l'évolution de la diète à partir de 3 simples études. Il faudrait placer ces études-là dans le contexte démographique, économique, social, mais avec une population qui s'urbanise au début du 20e siècle et qui ne dispose pas de salaires faramineux dans le Québec industriel, on peut croire que la situation de 1941 à Montréal était absolument pas exceptionnelle. Par contre, les cas spécifiques ne rendent pas compte de la possibilité que la diète se dégrade aussi en campagne. Les gens mangeaient vraiment pas tous aussi bien que les Gauthier de Saint-Irénée. La famille en difficulté en 1941 ne rend pas compte des améliorations possibles à la diète
à partir des années 1930-1940. Donc, c'est, comme je disais, j'y vois pas là une généralisation complète et totale. Le cas des drôlets à Québec montre bien qu'avec de bons salaires, on pouvait accéder à une diète relativement abondante. Ils mangent des pommes, des oranges, des framboises, toutes sortes de légumes, plusieurs variétés de soupe, une tonne de variétés de viande. Donc, avec pas mal d'argent, c'était possible de faire quelque chose qui nous semble, à nous, contemporains, plutôt bien. Donc, les études sur l'évolution de la santé nutritionnelle pour la période que j'ai étudiée sont limitées par le fait que avant les années 40, je dispose pas d'études qui va me permettre d'établir un lien clair entre une diète et un problème de santé. On a certaines études qui nous donnent des statistiques sur la consommation des aliments, pour lesquels les experts vont dire en deçà d'un certain niveau, c'est sûr que c'est dangereux, mais on ne sait pas si c'est effectivement dangereux parce que la santé de ce groupe-là n'a pas été évaluée. D'autre part, il y a les écoliers que dans les années 1930, on commence à aller examiner systématiquement dans les écoles. On commence à trouver des cas de malnutrition dans les enfants de Montréal, puis dans les unités sanitaires de comté à travers de Québec, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils mangent. Donc, on commence à avoir ce genre d'études-là qui vont regarder à la fois l'assiette et l'état de santé à partir des années 1940 et 1950. Donc, il y a quelques exemples au ministère de la Santé que j'ai pu apercevoir sans encore pouvoir les étudier. Mais reste que pour la fin du 19e siècle et le début du 20e, j'ai dû tenter d'extrapoler à partir de données variées, partielles et souvent plutôt difficiles à comparer. Donc, j'attends vos commentaires et vos questions qui m'aideront sûrement à dépasser ces limites-là. Merci.